Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise. Et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, mieux gérer son temps quand on est un manager, et notamment quand on est un manager qui démarre un nouveau poste. On va en parler avec une coach, Karen Tuzerne. Elle est notre invitée dans Bien dans son job. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, comme chaque vendredi. Isabelle Rouen, présidente du cabinet Colibri et auteure de Emploi 4.0. Et oui, c'est la révolution numérique qui est en marche. On fera le point avec elle, avec beaucoup de métiers qui vont disparaître, mais aussi des métiers qui vont être à inventer. On en parlera avec son auteur dans le livre de Smart Job. Le cercle RH, le débat d'actu, vous connaissez notre rendez-vous du vendredi. Le président Macron est-il déjà en campagne? Il a dévoilé il y a quelques jours le plan France 2030, un vaste programme. Il serait créateur d'emplois, on va y revenir évidemment, mais le président propose aussi de travailler plus. Est-ce dire qu'il faut supprimer les 35 heures? On en parlera avec les invités. Puis un autre débat qu'on abordera, c'est le débat sensible de l'inflation et puis de la hausse du prix des carburants. Ça, c'est un sujet extrêmement concret. On en parlera avec nos invités. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, Amélie Favre-Guittet s'intéresse au langage corporel. Il a un sens essentiel, important pour le moins, lors d'un entretien d'embauche, lors d'un recrutement. On en parlera avec elle. Le corps parle parfois sans qu'on ait besoin de dire le moindre mot. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, c'est une question que se pose souvent un collaborateur, un cadre, un manager. Il vient d'être embauché dans une nouvelle entreprise et c'est vrai que la pression est forte sur ses épaules. On en parle avec Karen Tuzerne. Bonjour Karen. Enchantée. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes coach carrière, fondatrice de Embauchez-moi, qui est d'ailleurs une chaîne YouTube. Exactement. Embauchez-moi. Combien de vues sur votre chaîne ? 2 millions de vues aujourd'hui. 2 millions de vues, c'est-à-dire que vous présentez un certain nombre de... J'accompagne les leaders pour décrocher un nouveau poste, mais aussi à réussir leur prise de poste et je donne plein de conseils toutes les semaines. Plein de conseils. C'est hebdo, c'est quoi là ? C'est hebdo. C'est ouais, hebdo. Embauchez-moi, c'est une chaîne YouTube que vous avez développée, Karen Tuzerne. On va parler avec vous aujourd'hui parce que vous y tenez beaucoup. C'est un sujet qui est dans l'actualité. On parle du stress des managers, on parle des difficultés des managers. Vous nous parlez, vous, de ces managers qui viennent de prendre un nouvel emploi. Le marché bouge beaucoup en ce moment. Oui. Et ils ont finalement le sentiment d'être débordés. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a vraiment, quand on prend une prise de, sur une prise de poste, c'est un moment qui est crucial, qui est compliqué pour un manager. Il y a beaucoup de choses parce qu'il a énormément de choses à apprendre, surtout s'il arrive dans un nouvel environnement, une nouvelle entreprise, des nouveaux services, des nouveaux produits, les process, etc. Mais en plus de ça, il est observé, il est analysé. Il sait qu'il va être jugé. Il sait surtout qu'il a 90 jours pour convaincre. Ouais, c'est une course contre la montre. C'est ça. Et s'il se rate, je ne dis pas qu'il est condamné, mais ça va compliquer les choses pour lui. Donc cette période-là, elle est cruciale. Il faut éviter de mal à gérer et anticiper au maximum. Vous dites aussi que dans je dirais, le sociotype du manager qui rentre en poste, c'est le profil, femme ou homme d'ailleurs, oui. On ne peut pas dire non. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de mal à dire non quand on arrive. On arrive, on veut faire plaisir, on veut surtout être apprécié de tout le monde. On ne va pas commencer à se faire des ennemis, donc on nous demande un truc, qu'est-ce qu'on fait ? Bien sûr, oui. J'ai ce nouveau dossier, oui. Tu vas à la réunion, oui. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? La to-do list s'allonge. Et la pression monte. Et la pression monte, et on n'y arrive pas, et on se sent débordé, épuisé. Et c'est là où d'ailleurs l'erreur peut arriver. Oui. Oui, parce que c'est le faux pas. On en fait trop et voilà. Hop, on dérape. Quelles sont les erreurs, Karen, à ne pas commettre ? Je dirais l'erreur la plus fréquente qui arrive, c'est que souvent vous avez été embauché parce que vous étiez bon. Oui. Vous avez réussi. Bon au recrutement en tout cas. Oui, par exemple, vous êtes dans votre entreprise, vous avez réussi, on vous a dit c'est génial, viens faire la même chose dans cette entité, ou on est venu vous débaucher parce que vous étiez super. Et vous arrivez, vous dites mais moi je ne vais pas perdre de temps, j'ai la solution, je sais ce qu'il faut faire, j'ai tout compris. Et là, erreur fatale, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous agissez dans la précipitation. Et vous pouvez... Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a une forme de surconfiance du manager, parce qu'effectivement, il est chassé, donc il est un petit peu trop sûr de lui, et puis en fait, il n'a pas envie d'écouter la réalité de la boîte dans laquelle... Il veut se reposer sur ses acquis. Il n'est pas prêt à réapprendre, à faire un reset, à repartir de zéro. Parce que c'est ça qui est dur, c'est de dire je remets les compteurs à zéro, je repars comme si je savais rien. C'est difficile, ça, de se dire, voilà. D'autant qu'on a été chassé sur ses qualités. Et oui. Et donc, ça crée un petit décalage, ça. Sauf que quand on arrive, les contextes peuvent être différents, la culture d'entreprise peut être différente. Évidemment. Et donc, il faut adapter ce qu'on a réussi à faire à un environnement. Donc, il faut être capable de ralentir à ce moment-là,
d'observer. Exactement, pour émettre des hypothèses qu'on va valider ou pas par la suite, et après agir vite. Mais c'est très intéressant parce que l'empressement peut être aussi très mal interprété par ceux qui sont dans la boîte depuis 10 ou 15 ans et qui disent « mais attendez, qui est ce type qui arrive là ?» C'est ça. Puis alors, si vous voulez vous faire des ennemis, il n'y a pas mieux. Parce que vous arrivez avec la solution toute faite, eux, ils travaillent sur ces sujets depuis des années, et vous arrivez, attendez, en un claquement de doigts, moi je vous change tout, vous n'avez rien compris, vous êtes nuls. Donc vous êtes sûr que vous n'allez pas vous faire des amis. Dans les erreurs, alors celle-ci, elle est évidemment assez classique. Elle est très classique. Et on ne s'en rend pas compte. Voilà, on veut faire bien et on va un peu vite. Ça se retourne contre soi. Il y a aussi quand même le fait de mettre la barre un peu trop haute aussi, non ? Alors là, c'est souvent quand on est en entretien d'embauche. Quand on est en entretien, qu'est-ce qui se passe ? On veut se vendre. Hein, on donne tout, là. Et on veut vendre même du rêve, on est prêt à tout. Ah bon, je vais vous faire ça, vous inquiétez pas, on va aller là. Et quand on arrive, on découvre peut-être qu'il n'y a pas les moyens de ses ambitions. Peut-être qu'ils n'ont pas le personnel formé, peut-être qu'il manque des process qui ne sont pas adaptés. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir faire et qui vont ralentir et qui vont nous empêcher d'atteindre nos objectifs aussi rapidement qu'on l'espérait. Donc ça veut dire que là, ce qui est très important, c'est qu'il va falloir à chaque fois revalider avec le manager quels sont les objectifs et renégocier, moi ce que j'aime bien dire, renégocier sa victoire. C'est-à-dire que peut-être on se repose, on dit voilà les conditions de départ, voilà les hypothèses, ok, on se met d'accord sur des objectifs. Évidemment, à 3 mois, parce qu'on sait qu'on va être jugé à 3 mois. C'est les 3 mois de la période d'essai. C'est 3 mois qui sont cruciaux. Et des objectifs qu'on sait qui sont réalisables pour nous et validés par le supérieur. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Il faut en fait être crédible sans s'éparpiller. C'est toute la difficulté. On a envie de tout faire, tout taper. Et puis finalement, la mission pour laquelle on est venu, on ne la fait plus. Eh oui. Donc ça, c'est un vrai danger. Ça, c'est un vrai danger. C'est qu'à la fois... Voilà, donc, c'est important de resserrer finalement les objectifs sur du court terme, à 3 mois, quitte à en mettre d'autres. Et puis aussi, il y a une chose qui est importante, c'est que quand vous allez arriver en poste, vous allez avoir énormément de choses à apprendre, et c'est là où on s'éparpille. Donc il faut que j'apprenne ça, je vais lire ce rapport financier, je vais lire ce document. On a aussi beaucoup à apprendre des gens qui nous entourent. Des gens, exactement. Évidemment, qui est qui fait quoi. Et voilà, et on picore et on fait des choses. Et ça aussi, c'est une erreur qui est fréquente. C'est que souvent, ce qu'on peut faire, surtout pour des postes de premier ou deuxième poste de manager, on va se concentrer uniquement sur la technique. On va dire, il faut absolument que je maîtrise tous les process. Qui je dois contacter ? C'est parfois une erreur. Et ça, c'est une erreur. Il y a des hommes autour. C'est 50-50. Le reste du temps, c'est surtout la culture d'entreprise, les gens. Est-ce qu'il y a déjà des alliances ? Alors Karen, on vient de poser quelques bases de diagnostic. Dans votre chaîne, je suis sûr que vous apportez des solutions. Enfin, en tout cas, vous essayez d'accompagner. C'est quoi là, les techniques simples pour mieux s'organiser, pour éviter toutes ces grosses erreurs ? On doit respirer le matin avant d'entrer dans l'entreprise, on doit méditer sur la pelouse. Oui, je pense que surtout, il faut déjà anticiper sa prise de poste. Ça se prépare même un mois avant de rentrer en poste. Plus on anticipe, plus on va pouvoir gérer son agenda. Plus on va pouvoir être un peu maître, même si on ne l'est pas complètement. Donc, anticiper, refixer des objectifs avec son manager et surtout mettre en place un plan d'action. Un plan d'apprentissage, un plan d'action avec des victoires rapides. Voilà, il y a des choses à mettre. Et chaque semaine, alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est... Moi, j'aime bien utiliser un agenda papier. Je prends l'agenda papier et en fait, ça à l'ancienne. Je vais faire les deux. Je ne suis pas complètement à l'ancienne. Je vais faire un agenda papier sur les grands axes. Quels sont mes objectifs à 3 mois ? L'agenda, quoi. Ouais, l'agenda avec les pages qui se tournent. Ensuite, je vais mettre un objectif au mois 1. Qu'est-ce que je dois atteindre ? Au mois 2, qu'est-ce que je dois atteindre ? Et puis des objectifs par semaine. Et après, je vais compléter avec mon agenda électronique qui va me permettre, moi, d'y voir au jour le jour sur ce que je dois faire. Et je ne vais pas me mettre trop de tâches. Je ne vais pas faire des to-do lists qui n'en finissent plus et qui stressent. Je vais vraiment me dire, OK, quelles sont mes 3 tâches essentielles que je dois accomplir aujourd'hui ? Et quand je les ai accomplies, quelle satisfaction. Et surtout, ça m'enlève cette charge mentale. Bien sûr. Et je me félicite aussi. Il y a un point que vous soulevez qui est très intéressant, c'est qu'on a les 90 jours, vraiment c'est un chrono, c'est une course contre la montre. Est-ce qu'il faut quand même exiger à la fois de son N+1, puisqu'il est manager, mais il a aussi un N+1, voire le N+2, d'avoir des petites rencontres d'étapes au mois, pour leur dire j'en suis là, je fais ça. Complètement. Sinon on se sent un peu perdu. Surtout, alors ça aussi c'est une erreur. On attend, on se dit j'ai encore rien fait, je peux voir personne, j'ai rien à dire. Pas du tout. Il faut tout de suite aller voir le manager pour vérifier que vous êtes dans la bonne direction, revalider. C'est votre partenaire en fait. Il ne va pas vous juger, vous êtes là pour émettre des hypothèses. Voilà, j'ai fait ces constatations, est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'on va bien dans cette direction ? Voilà, créer vraiment des rendez-vous. Il en faut 5-6 sur cette période des 3 mois, c'est important. Juste avant de nous quitter, est-ce que vous confirmez, sans utiliser ce mot d'ailleurs, que ce manager a quand même besoin, même s'il a très envie de rentrer tout de suite dans le poste, une sorte de petite période d'audit finalement ? Il fait son propre audit. Franchement, j'irai au moins 3-4 semaines. Bah oui. C'est indispensable, c'est incompressible. Même si on est très à l'aise, il faut 3-4 semaines au moins
on va observer, on va émettre des hypothèses, on met en place les choses, Ah oui. on commence à agir après. Donc c'est l'audit du manager, salarié évidemment, Oui. mais qui fait finalement son propre audit. C'est-à-dire qu'il va Exactement. expertiser, voir... Et consulter ses homologues aussi, il ne faut pas oublier. et voir On les peut apprendre leviers de beaucoup. pouvoir aussi dans une entreprise. Exactement. C'est pas uniquement le logiciel. Non. C'est pas uniquement. Merci Karen Tucerne, c'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes rafraîchissante parce qu'on voit que vous avez l'habitude de parler devant votre chaîne YouTube. Je la rappelle, Embauchez-moi. Il y a 2 millions de visiteurs qui viennent vous écouter et vous suivre. Coach carrière avec des conseils, on vient de l'entendre, très pratiques sur l'accompagnement des managers, notamment en début de poste. Merci d'être venu nous rendre visite. Tout de suite, c'est le livre de Smart Job. C'est tous les vendredis. Là, on va parler de la révolution 4.0. C'est vrai qu'il faut en parler de cette révolution numérique qui est en train de transformer tous nos métiers. On en parle, c'est le livre de Smart Job. Le livre de Smart Job. Oh, que le sujet est dans le cœur de l'actualité de Smart Job avec ce livre, Emploi 4.0. Quel métier pour réussir la transformation technologique? Il a été écrit par Isabelle Rouen. Elle est notre invitée. Bonjour Isabelle. Bonjour Arnaud. Vous êtes, alors, vous avez plusieurs casquettes. Présidente du cabinet Colibri Talent et présidente et fondatrice de l'Observatoire des métiers du futur, qui est un peu le cœur de votre réflexion. Le livre, c'est Emploi 4.0. Il y a une très longue préface écrite par vous. Et puis, il y a Fleur Pellerin qui a accepté de raconter aussi ce que ça voulait dire pour elle, cette révolution. Ce livre, honnêtement, quand on lit déjà les premières pages, on a passé Fleur Pellerin, on a passé votre prologue, votre préface. Dès le départ, vous nous dites que 15%, je crois, des métiers vont disparaître, qu'on est dans une révolution et que ça génère quand même une certaine angoisse de s'imaginer qu'on pense être assis sur du solide, mais en fait, on marche sur du sable. Tout va être transformé. C'est ça l'esprit de votre livre, c'est de dire préparez-vous à cette révolution dans laquelle nous sommes. C'est cela ? C'est ça l'esprit, mais c'est un esprit très positif en fait. L'idée, c'est de lever les doutes et les peurs. L'idée du livre, elle est née pendant le premier confinement, qui était une période assez anxiogène. Et l'idée, ça a été d'aller à la rencontre d'experts, d'entrepreneurs, de chercheurs, pour démontrer justement que ces fameux emplois 4.0 créent des opportunités, même si effectivement 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Observatoire McKinsey, ça date de 2017, c'est l'introduction de votre livre, révèle que la moitié des heures travaillées en France seraient automatisables d'ici 2022, c'est-à-dire l'an prochain. Je ne sais pas si McKinsey avait prévu le Covid, je n'en suis pas sûr, du fait de la transformation digitale. Et 15% des emplois seraient remplaçables par l'intelligence artificielle à l'horizon 2030. Vous nous dites de cela, il faut en faire une opportunité et pas une angoisse. Complètement. Déjà parce qu'une tâche qu'on automatise, c'est toujours une tâche qui est répétitive et c'est souvent une tâche qui est pénible. Laissons aux machines ce qui est du ressort des machines. Ça, c'est la première chose. D'autre part, ce que je dis aussi dans le livre, et je cite une statistique d'Eurostat, qui est l'Institut statistique européen, l'équivalent de notre INSEE, le digital crée plus d'emplois qu'il n'en détruit. C'est bien de l'entendre, ça. C'est hyper important. 15 millions d'emplois créés à horizon 2025 grâce au digital et 6 millions de destructions en parallèle. Donc on voit bien que la balance est positive. Et par ailleurs, le numérique est le premier secteur qui recrute en France. 80 000 postes sont non pourvus en France dans l'économie numérique du fait d'un déficit de compétences. Et c'est là les opportunités qu'il faut aller chercher. Alors on reviendra sur... Il y a des fiches métiers, puis même des mots que je ne connaissais pas, des métiers qui sont à inventer ou qui s'inventent en ce moment, donc c'est intéressant d'en parler, mais quand même l'écart, finalement, le fossé qui se creuse sur la notion d'employabilité, parce que c'est de ça dont il est question. On a, je dirais, un stock de salariés qui ne sont pas du tout employables sur ces nouveaux métiers. Et c'est ça qui crée finalement cette espèce d'angoisse, cette tension. Comment on fait là pour... C'est la formation, c'est les accompagner, c'est transformer même notre modèle éducatif ? C'est la formation en premier. Je cite en fait le haut commissaire aux compétences qui dit tout le monde peut changer de métier pour peu qu'on l'accompagne. Et c'est vraiment ça le thème du livre. Les emplois 4.0, c'est des emplois qui sont accessibles à tous, quel que soit le niveau de formation. Donc ça aussi, j'insiste, c'est pas parce qu'on est bac plus 5 qu'on peut accéder à ces emplois. On peut tout à fait y arriver à un niveau bac. Par exemple, l'école inclusive Simplon qui forme des gens éloignés du marché de l'emploi. On les a reçus, cette école. Ouais, vous avez reçu Frédéric, du coup, qui est extraordinaire. Exactement. Et ben, ils arrivent à transformer des hôtes et des hôtesses de caisse qui le souhaitent en développeurs et développeuses Java. Donc il y a une vraie opportunité, des vraies opportunités à les saisir là-dessus. C'est quoi les nouveaux métiers ? On va vers quoi pour donner aussi envie à ceux qui disent le métier dans lequel je suis, de toute façon, il est en train de disparaître. Les salariés le savent, ils savent que leur secteur
est en voie de disparition. Vous parliez des hôtesses de caisse, on en a perdu 15 000, je crois, en moins de 10 ans. C'est quoi les nouveaux métiers? On va vers quoi? On va vers des métiers qui sont automatisables à bon escient, et je vais les catégoriser en 3 types. Il y a d'une part les métiers qui amènent de l'automatisation, de la transformation de l'entreprise, donc il y a le stratège de l'automatisation, qui est le métier avec lequel j'ouvre le livre. Également l'animateur de marketplace, puisqu'on voit bien que le commerce s'est beaucoup transformé. L'animateur de marketplace, ça a retenu mon attention. Ça n'existe pas, ça, aujourd'hui, dans les nomenclatures? Ça n'existe pas dans les nomenclatures, mais il y a quelques agences et quelques entreprises qui développent ce type de métier. C'est quoi comme métier, concrètement? C'est comment est-ce que vous utilisez les algorithmes des marketplaces, Amazon et bien d'autres encore, pour aller développer votre business, vous, producteur d'un produit, en désintermédiant les revendeurs. Et du coup, comment vous accédez à un marché mondial, vous, petit producteur d'étiquettes, de bijoux, de je ne sais quoi. Ce qu'a fait Amazon pendant le Covid, d'ailleurs. Ce qu'a fait Amazon pendant le Covid, mais ce que fait aussi La Redoute, ce que font beaucoup d'entreprises. Il faut en avoir peur de cette... Vous appelez ça l'emploi 4.0. Vous dites qu'il y a des opportunités. Les chiffres que vous donnez sont positifs. Est-ce qu'on doit en avoir peur? Et vous évoquez quand même dans ce livre aussi, au-delà de l'aspect technique du développement de votre pensée, les GAFA. Enfin, je veux dire, c'est quand même des mastodontes qui sont en train de nationaliser la planète. Non, je pense pas qu'on en soit là. Et il ne faut pas en avoir peur, parce qu'à chaque fois qu'il y a une rupture technologique, il y a toujours eu plus d'emplois créés que d'emplois détruits. J'en veux pour preuve qu'il y avait 17 millions d'actifs en France au 19e siècle, et aujourd'hui il y en a 30 millions. Après, le rôle des GAFA pose plus des sujets en termes de souveraineté numérique, et c'est aussi un des thèmes que j'aborde dans la deuxième partie du livre, sur comment est-ce qu'à un niveau français, mais surtout européen, on reprend la main sur nos données, sur le cloud et ce genre de considérations. Donc ça passe aussi par une souveraineté numérique, puisque ce débat-là est posé. Ces nouveaux métiers traitent avec de la data, travaillent en matière première de la data. Il faut que ces data appartiennent à minima à l'Europe. À minima à l'Europe et soient hébergés en Europe. Il y a vraiment un sujet sur où est-ce qu'on héberge nos données. Un dernier mot quand même sur le souhait d'écrire un livre, parce que d'abord vous dites j'ai pris du temps à l'écrire. Il y a quelque chose vous remerciez beaucoup de gens qui vous ont accompagné. L'esprit de ce livre, pour ceux qui auraient envie de le lire et qui s'intéressent à ces emplois, c'est quoi? C'est de démythifier, d'essayer de ne plus avoir peur, d'apprivoiser cette révolution? Apprivoiser et documenter, c'est mon deuxième livre, et j'ai voulu, le premier était très centré sur, on va dire, le grand public, et là j'ai vraiment voulu aller convaincre les dirigeants, convaincre les managers, convaincre les pouvoirs publics qu'il y a effectivement des opportunités pour transformer l'emploi dans notre pays de manière très positive. À condition que les pouvoirs publics accompagnent cette transformation. Je le redis, il y a quand même aujourd'hui une déphase forte entre le stock d'emplois, de salariés, il y en a certains, et la pénurie. On voit que les métiers de la tech n'arrivent pas à recruter. Il n'y a pas de matière première, si je peux m'exprimer ainsi. Il manque 900 000 codeurs en Europe, il manque 80 000 profils dans l'économie numérique en France aujourd'hui. Donc c'est vrai il y a des gens qui peuvent le voir comme un gâchis. Moi, je le vois encore une fois comme une opportunité. L'opportunité, optimisme dans ce livre, dans ce monde qui est en train de basculer. On est dans le basculement. On est dans le basculement là? Oui. On est vraiment dans le basculement. Je pense même qu'on a déjà basculé. On a basculé, puisque là, ça s'accélère à une vitesse folle, la transformation digitale, le numérique. Merci d'être venu nous rendre visite. Quel métier pour réussir la transformation technologique? C'est le sous-titre, et le titre, c'est Emploi 4.0. Isabelle Rouen, avec une préface de Fleur Pellerin, édition Atlande. C'est bien cela. Tout à fait. C'était un plaisir de vous accueillir. J'espère que vos prédictions seront positives et bonnes, puisqu'il y a quand même toujours cette angoisse autour de ces questions. Lisez ce livre, ça va peut-être démythifier le regard que vous portez sur cette révolution numérique. On fait une courte pause et on se retrouve évidemment après pour le débat d'actu. Tiens, on va parler de la France 2030, puisque le président Macron s'est projeté très loin, évidemment, embarquant cette révolution numérique. On va revenir sur ses propositions et puis sur ces petites phrases aussi autour du travailler plus. C'est un sujet très politique. Est-ce qu'il faut supprimer les 35 heures? Est-ce que c'est cela qu'il voulait dire? Puis on parlera de la hausse du carburant. Elle a une implication évidemment pour les salariés à faible revenu qui pour certains hésitent même à retourner au travail parce que évidemment le pouvoir d'achat grève le reste à vivre. On en parle juste après avec nos invités dans le débat d'actu. C'est juste après la pause.
Le cercle RH, le débat quotidien comme chaque vendredi, avec beaucoup de choses aujourd'hui dans l'actualité. Évidemment, Paris-France 2030, France Invest 2030, on peut l'appeler de plusieurs manières. Ce sont ces grandes conférences menées par le président de la République. On va revenir sur ces annonces et des petites phrases aussi sur travailler plus, est-ce que c'est la fin des 35 heures? Et puis, on parlera des critiques aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, même du monde de l'industrie, un peu surpris des annonces du président. Et puis, on parlera du pouvoir d'achat, la hausse du carburant, le gouvernement qui s'interroge. Mais ça a un lien, on en parlera sur l'emploi, parce qu'il y a des demandeurs d'emploi qui disent « mais je ne peux pas aller travailler ». Parce que, évidemment, le carburant monte, l'électricité monte, et en fait, travailler ne me sert à rien, puisqu'en fait, je ne dégage rien. C'est un vrai sujet, évidemment, qui, de manière indirecte, touche à l'emploi. Je vous présente mes invités. 3 invités sont avec moi en ce moment. Jean-Claude Beaujour, merci d'être là, avocat international en droit des affaires et vice-président de France-Amérique. Merci d'être avec nous. Cyril de Kéral, bonjour Cyril. Bonjour. PDG de Powell Software et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous avez vu, maintenant, je sais bien le dire. Très bien. Hein, c'est parfait. Et Pascale Johannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, avec plusieurs livres que je présente à chaque fois, l'Atlas. Oui, et permanent sur l'État de l'Union pour présenter les États membres et la zone euro, etc. Exactement. Et le deuxième? Le rapport Schuman 2021. Et voilà, je laisse faire mon travail en fait. Voilà, Bonjour. le rapport Schuman sur l'Europe, on le voit. On commence par cette conférence de presse, qui n'était d'ailleurs pas une conférence de presse, qui était une sorte de grand show sur scène avec un micro main. Tout ça a été commenté par les médias. Comment vous l'avez trouvé, ce président, dans ses annonces? 30 milliards, on va sauver l'industrie verte, l'hydrogène, une sorte de grand plan presque Marshall. Est-ce que vous avez été séduit par cette idée, évidemment dans un contexte de voire même de campagne présidentielle? Parce que, évidemment, ça n'aura échappé à personne. Il enjambe 2022, le président Macron. Oui, mais c'est un homme politique et c'est normal. En même temps, on serait surpris qu'il ne fasse pas cela. C'est le contraire qui était étonnant. En revanche, moi je pense que la réindustrialisation ne se décrète pas. Elle ne s'invente pas, elle se travaille sur du moyen, long terme. Réindustrialiser, c'est identifier nos pépites, c'est avoir plus de scientifiques, c'est remettre de la culture scientifique et conserver nos ingénieurs. On l'a déjà dit peut-être sur votre plateau. Vous voyez le décalage entre le nombre d'ingénieurs que nous produisons et ceux d'autres pays. Nous produisons, si mon chiffre est bon, moins d'ingénieurs que l'Indonésie ou que la Corée du Sud. Il faut que nos polytechniciens fassent de... Je dis eux parce que simplement c'est une caricature. De la finance, quoi. Beaucoup vont faire de la finance. C'est ça, on est d'accord. Donc c'est cela. Et puis arriver... non, mais beaucoup vont faire de la finance. Cyril n'est pas d'accord, mais... Je dis eux, mais c'est ça, l'idée principale au-delà de la caricature, c'est véritablement redonner une culture scientifique à notre pays, identifier les pépites et aider, moi je l'ai déjà dit, aider les entreprises qui en ont besoin. Quand on parle de microprocesseurs... Il y a 30 milliards qui sont annoncés, on ne sait pas trop où ils vont aller d'ailleurs. Oui, mais par exemple, on a la société Sipel qui développe des microprocesseurs. Ce sont des gens qui ont besoin qu'on investisse massivement avec eux. C'est un exemple. Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes polytechnicien, Cyril, ou pas? Non. Mais... Ça vous a choqué? Non, c'est pas... Voilà. C'est la guerre. Mais moi, j'ai quand même en mémoire... ce qui s'est passé avec la French Tech. Moi, je fais partie avec Powell Software de la French Tech. C'était 2013, non? Voilà. C'est ça. Hein. Et il y a eu vraiment cette volonté, quand même, du gouvernement, même avant Macron, qui a voulu vraiment... Hollande, avec Fleur Pellerin, avec tout ça. Et en fait, aujourd'hui, on a créé vraiment une vraie émulation et on n'est pas les premiers en Europe. Mais on a vraiment progressé et on est vraiment... Mais il y a quoi? Il y a un côté psychologique, même par l'intitulé, de se dire que la France, elle pèse... on a dit c'est une priorité, donc en fait ça a créé une émulation. C'est vrai. On a voulu faire en sorte qu'il y ait plus d'ingénieurs du numérique, du coup, pour soutenir ça aussi. Il y a eu une vraie décision proactive et je trouve que le résultat est quand même pas mauvais. Et je pense que ça fait partie de l'inspiration qui est née chez le gouvernement en se disant... on a vu qu'il y avait besoin aussi d'avoir un peu plus de souveraineté sur l'industriel. Voilà, il faut y aller. Et moi, ce que j'aime bien dans leur plan, c'est le fait qu'ils en aient choisi 10 sujets. Ils n'ont pas dit on va tout faire. C'est voilà. vrai. Et il y a un côté concentration. L'État stratège, parce que c'est un peu ça l'idée. On choisit des thèmes. Voilà, on met pas... Jean-Claude a raison, sur les semi-conducteurs, il faudra mettre beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'en fait, on a quand même...
quand même, on concentre nos investissements, et ça, je pense que c'est source de succès aussi. Le plan France, alors on va voir cette petite phrase de Bruno Le Maire, mais va créer, sur la base de 45 milliards d'euros de création de richesse supplémentaire, des milliers d'emplois. C'est ce qui est en tout cas annoncé et vendu. C'est une belle promesse, je dirais, faite par le président. Comment vous la regardez, Pascal Joannin? Et je sais que vous la regardez aussi à l'aune des pays européens, parce qu'il y a toujours ce duel France-Allemagne, qui est d'ailleurs un peu faux finalement. La France, c'est un pays des services et du tourisme, et l'Allemagne, pour ne citer qu'elle, c'est le pays de l'industrie lourde qui vend des voitures. Est-ce que c'est si vrai que ça? Parce que finalement, il y a quand même beaucoup d'industries en France. Il y a aussi beaucoup d'industries en Italie, on n'en parle pas, mais l'Italie est un pays très industriel. C'est une sorte de clichés comme ça qui restent très ancrés, qui sont un peu faux finalement. Alors vous avez raison, Arnaud, il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de stéréotypes, mais c'est plus difficile à faire changer. Ce qu'il faut voir dans le plan 2030, France, c'est qu'il se décline aussi avec un volet européen. Oui. On a parlé des semi-conducteurs, je rappelle que, bon, je trouve que c'est le commissaire français, mais c'est pas parce qu'il a ce portefeuille-là. Thierry Breton. Mais qui en effet dit que l'Europe, en général, devait en effet faire plus pour les semi-conducteurs. Il y a un plan, ce qu'il appelle CHIP en anglais. Et donc, ça va être fait au niveau européen. Donc, il ne faut peut-être pas non plus décupler les choses. Une fois que c'est fait au niveau européen, on ne va pas le faire au niveau français. Ce qui est certain, c'est que tous les pays, les grands, comme vous avez cité l'Allemagne et la France, ont besoin de faire une adaptation à des défis nouveaux, numériques, écologique, on voit bien que c'est des priorités européennes, la transition écologique. Qui est dans le plan industrie verte. Voilà, la transition écologique et la transition numérique. Et on voit bien qu'à côté de ce plan européen qui va être décliné en plusieurs fois, on ne va pas faire Europe 2030, il y a des choses, la neutralité carbone, il y a des choses pour les semi-conducteurs, pour l'innovation et la recherche. Il faut se dépêcher pour les semi-conducteurs. Il faut vraiment aller vite. Parce que là, il y a une pénurie incroyable. Ça grève notre économie. Exactement, l'automobile. Les Allemands. Et donc, on a ces défis qui sont aussi en Allemagne. Le défi numérique et le défi écologique, il est aussi en Allemagne, pas sur les mêmes choses, mais donc ça accompagne, et on voit bien qu'il y aura des spécificités françaises avec donc les petits réacteurs nucléaires. Ça, les Allemands ne vont pas les faire parce que ça, c'est quelque chose d'entrée de jeu. Oui, mais on a besoin de décarboner l'économie. Donc, nous, on a fait le choix en France d'avoir fait en effet une économie décarbonée à partir du nucléaire, qui est une low carbone énergie. Les Allemands n'ont pas fait forcément ce choix. Si en effet, on ne peut pas faire que des EPR, et il y en a ailleurs, les EPR, il y en a en Finlande, il y en a en Grande-Bretagne, il y en a en Chine. Bien sûr. Il y en a en Chine, et ils sont ouverts. Le nôtre, il ne marche pas. Voilà. Mais parce qu'il y a des assurances de l'autorité de sécurité nucléaire. Et puis, vous avez en effet tout ce qui est le fond marin. On a quand même, moi j'ai rêvé un peu de tout ça parce qu'on a parlé beaucoup de Thomas Pesquet avec l'espace, il est devenu commandant de la Station spatiale internationale. Et puis en effet le fond marin avec en effet un peu encore un inconnu. Il y a quelques missions qui ont été faites, mais c'est bien si la France, qui a des territoires maritimes un peu partout, dans toutes les mers du globe, pouvait en effet tenir en effet des choses nouvelles à partir de ces fonds marins. C'est un peu mon tropisme dans l'émission, mais on nous dit quand même que toutes ces innovations dont on ne sait pas exactement d'ailleurs comment va se répartir cette somme de 30 milliards, parce qu'au moment où on va parler du pouvoir d'achat des Français, au moment où on va envoyer un chèque carburant de 200 €, là on fait valser les milliards au-dessus de la tête des Français. On nous annonce aussi des créations d'emplois. Est-ce que c'est aussi mécanique que cela? Est-ce qu'on est là un peu voilà, on nous jette un petit peu on nous vend du rêve? Parce que là le ministre de l'économie dit c'est assuré, on va créer de l'emploi, ça va avancer. C'est aussi simple que ça. Je pense que l'intention y est. On ne peut pas contester au gouvernement cette volonté. Vous avez raison de dire qu'il y a une vraie dynamique d'installer. Pour autant, je pense que ce qui va être important, c'est capacité de continuité, quel que soit le gouvernement, que le président soit réélu ou un autre, il va falloir continuer, et c'est surtout la mise en œuvre de ce plan, c'est-à-dire qu'entreprise par entreprise, secteur par secteur. Troisième élément, là encore, et c'est la raison pour laquelle je disais que ça ne se décrète pas, mais ça se travaille, et c'est vraiment un travail c'est de l'orfèvrerie, c'est du trait, il faut peaufiner tout cela, c'est parce qu'il faut que l'offre en matière d'emploi rencontre la demande, donc il faut préparer nos travailleurs, nos concitoyens aux emplois qui vont être à pouvoir. C'est ça la Cyril, la transition est toute trouvée. Regardez cette phrase d'Emmanuel Macron. Regardez celle-ci. C'est très intéressant. Il y a une vision très État stratège avec tous les thèmes qu'on a évoqués. Et puis Emmanuel Macron, quand même, ne peut pas s'en empêcher. Il dit, quand on se compare, eh bien, nous sommes un pays qui travaille moins que les autres. Nous avons une quantité de travail allouée qui n'est pas au bon niveau, à la fois dans le cycle de vie et en horaire cumulé. Au même moment, l'Espagne, il y a quelques jours, Pascal,
évoque l'idée de passer à la semaine des 4 jours. Enfin, les Français comprennent plus grand-chose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on est un pays un peu, c'est ce qu'il dit sans le dire, mais un peu fainéant, on travaille pas beaucoup. Il y a du qualitatif, mais parce que nous avons une productivité qui est. Non mais attendez, c'est le président de la République qui le dit. Donc c'est un peu simpliste. D'abord, c'est un peu simpliste. Alors moi, je remets ça dans un discours toujours européen. C'est pas vrai qu'au niveau européen, en durée hebdomadaire du travail, on est dans la moyenne européenne, qui est à peu près à 36-37 heures par. 36,8. Voilà, 36,8. C'est donc, ça. Il n'y a pas de différence. La France est en effet dans la moyenne européenne sur la durée hebdomadaire du travail. En moi, j'avais 40,7, mais voilà, quand on est sur la durée annuelle du travail, alors là, on a un petit gap avec les Allemands, mais on est avec le Luxembourg et la Belgique, donc on n'est pas tout seul. Tout simplement parce que ça nous rassure. Il y a la durée du travail. Alors la durée du travail, il a raison. Il y a le problème de la retraite et on voit pas que tous nos partenaires européens, on a déjà abordé cette question et les 35 heures, excusez-moi. Voilà. Non, mais attendez, on a abordé cette question sur en effet l'âge de départ à la retraite qui est chez nos voisins plus élevé que chez nous et sur les 35 heures, c'est pas tant les 35 heures, c'est les RTT. Mais oui. Les RTT, parce que le nombre de jours qui est pris, etc., c'est diminué. Oui. Exactement. Cyril Le Quéral, vous êtes chef d'entreprise, parce qu'indépendamment de vos activités aux ETC, c'est que vous êtes un chef d'entreprise les mains dans le cambouis. Enfin, en tout cas, les mains dans la technologie tech. Oui. C'est une expression. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'il y a cette petite musique, là, vous voyez, du président qui dit il faut pour gagner et créer de la richesse, il faut produire. Je pense que là où on n'est pas bon, c'est notre taux d'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, on ne met pas assez de gens sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'en fait, on a des possibilités d'arrêter trop tôt. On a la possibilité de se prendre quand même des périodes où on se dit je me prends 2 années de chômage. Certains le calculent quand même, ça arrive. Mais c'est surtout... Je trouve que là, il y a peut-être quelque chose qu'il ne faut pas louper avec ce plan d'investissement, c'est de donner la possibilité aux jeunes de venir sur le marché du travail. Là, on a peut-être une chance énorme. Évidemment. Parce qu'en fait, aujourd'hui... ils y arrivent quand même, ça marche pas mal, les jeunes. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, par exemple, moi, je suis en contact avec des chefs d'entreprise, notamment, par exemple, des gens qui posent de la menuiserie. Eh bien, en fait, quand on cherche un ingénieur bureau d'études, 0 problème. Mais quand on cherche quelqu'un pour poser des fenêtres, c'est quasiment impossible. Donc en fait, il faudrait prendre presque un cabinet de chasseurs de tête pour trouver quelqu'un pour poser des fenêtres plutôt que pour un ingénieur d'études. Mais vous l'expliquez comment ? C'est un problème de pouvoir d'achat, de compétences ? C'est un problème qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'on ne forme pas bien nos jeunes. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse basculer avec ces moyens qui sont mis. J'espère qu'il y aura une partie qui sera allouée à ça, à faire de la formation courte, professionnalisante, rapide, parce qu'en fait, il faut donner du boulot. Pour flécher là où on a besoin. La flexibilité qu'il faut organiser. Il faut désormais concevoir la... Personne ne veut répondre au président de la République. Il dit on ne travaille pas assez. Moi, j'entends, il y a les retraites, parce qu'évidemment, mais il y a aussi les 35 heures. Est-ce qu'on est un pays, est-ce qu'il faut repenser notre modèle à l'aune de toutes ces propositions extrêmement concrètes ? Il faut lancer l'industrie, il faut créer de la richesse. Je vous redis, l'Espagne s'oriente vers la semaine des 4 jours. Enfin, mais les 35 heures, c'est quelque chose qui va être de plus en plus... remis en cause par la nouvelle organisation du travail. Télétravail. Voilà, où en fait, finalement, maintenant, on va basculer petit à petit sur un travail qui sera à la tâche. Et donc, en fait, aujourd'hui... De prestations. Moi dans mon entreprise, on a des heures qui sont définies. C'est de 9h à midi et puis... 14h ou 13h30. 14h à 18h. Mais en fait... personne ne les tient. Aujourd'hui, on ne surveille pas ça parce qu'en fait, les gens, ils viennent pas au bureau tous les jours. Donc, en fait, vous voyez, tout ça... C'est le vieux code du 20e. Non, mais ça va évoluer. Jean-Claude Beaujour, avant de parler des carburants et du pouvoir d'achat, qui est un autre sujet important. Moi, je pense que c'est vraiment concevoir et reconcevoir la façon dont on va travailler, où il faut peut-être moins se focaliser sur le nombre d'heures plutôt que sur le produit. Ce qui est vous voyez, c'est le livrable. Moi, je me moque qu'un collaborateur passe X heures au bureau. Mais donc, le code du travail est plus adapté. Il peut y avoir en effet des périodes où il y a une forte charge de travail et inversement des périodes plus calmes. Il y a un problème de formation aussi, peut-être d'adaptation à des métiers nouveaux. Et puis une mobilité. La mobilité qui est encore assez peu répandue. Et quand on est chez quelque part, on a du mal à trouver des passerelles. Et oui, et mobilité aussi liée au fait qu'on a une maison et que c'est compliqué. Juste, vous êtes l'avocat, pas spécialisé en droit du travail, je le concède, mais certes, est-ce qu'il faut toucher à notre code du travail ? Parce que l'air de rien, tout ça est quand même bâti sur des codes du travail classiques. Il y a des horaires, il faut vérifier. Si un jour il y a un accident chez Cyril Le Quéral, on dira il a eu un accident du travail, il était chez lui, par exemple. C'est compliqué. Ça peut, je vais vous dire, je pense qu'il ne faut pas concevoir les choses au travers d'abord les textes. Les textes sont faits pour pouvoir organiser une société à un moment donné.
Il faut imaginer le demain, et en fonction du demain, on fera éventuellement bouger non seulement le Code du travail, mais éventuellement la jurisprudence du Conseil des prud'hommes et des cours d'appel. C'est comme ça qu'il faut concevoir. Évidemment, je peux avoir un accident chez moi. Avant, on aurait dit, il était chez lui, c'est pas un accident du travail. Eh bien, les juges vont se pencher un peu plus. Qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? Est-ce que c'était à une heure acceptable, etc. Ça doit se concevoir. Nous ne devons Donc c'est pas. la jurisprudence qui bâtira notre nouveau Code du travail. Si nous voulons lutter contre le chômage, si nous voulons faire progresser notre pays, nous ne devons pas être bloqués en se disant, avant on faisait comme ça et on ne peut rien faire. C'est ça. Non. Pascal Joannin, juste ces chiffres, qu'on soit bien d'accord. Nombre de jours de congés payés en Europe en 2018, Danemark 30, Allemagne 29, France 25, Espagne 22, Royaume-Uni 20. Donc c'est assez intéressant, la France n'est pas au sommet. Ouais. Et le nombre moyen d'heures de travail par semaine en 2020, selon les sources que vous allez découvrir, on va les voir. Union européenne, sur les 27 pays, c'est 40,7 en horaire. Danemark, qui est au plus bas, 38,4. La Grèce à 43,8. Et la France à 40,4. Non, c'est pour ça, c'est la moyenne. C'est la moyenne, d'accord. Donc alors, on n'est en pas plus- si fainéant en plus- que ça, quand même. En plus, ça, c'est le nombre moyen d'heures de travail, c'est pour, on va dire, un contrat salarié à temps plein. À temps plein, Or, on est vous d'accord. avez des tas de gens qui sont à temps partiel, volontaires ou pas, notamment chez les femmes. Donc voilà. Vous avez des gens qui travaillent à des heures qui ne sont pas dans des heures de la semaine, puisqu'ils travaillent le week-end, le samedi ou le dimanche. Il y a des pays où le travail de nuit. Donc tout ça est un peu hors. Donc c'est un peu facile et un peu. Mais Ouais. je crois qu'en effet, il faut réfléchir. Vous avez raison sur, en effet, ce que va être le travail, parce qu'en effet, avec le Covid et Où on le pratiquera. où on le pratiquera, Ouais. on va au bureau, on n'est pas au bureau, Ah oui. mais combien de temps on passe? En effet, il y a des périodes avec, des périodes sans, et c'est pas aussi linéaire et cadré. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Le droit, il suit la société généralement, et donc c'est à un moment donné, on s'apercevra que nos outils ne sont plus adaptés comme dans la vie, j'allais dire civile, et que donc dans la vie professionnelle, il faudra peut-être en effet adapter les nouveaux modes de travail. Dernière partie, elle est importante, elle est dans l'actualité, parce que le gouvernement planche et va sortir, ou a sorti, ou va le sortir pour le moins, la fumée blanche sortira sur le pouvoir d'achat et le prix du carburant. Cyril de Kérad, très concrètement, c'est la bonne méthode, parce que c'est vieux comme la politique, le chèque carburant ou le chèque chauffage, sans finalement toucher au fond du problème, qui est de toucher à la TVA, au montant des TVA et aux taxes. Indirectement, ça grève l'emploi. Pourquoi ? Un salarié qui va avoir une double dépense, passer de 100 à 200 euros de carburant pour aller travailler, va se dire, moi, après mon CDD, je reste chez moi, parce que je place tout en essence et je dépense tout en électricité. Enfin, je veux dire, c'est pas très dynamisant pour l'emploi. Non, c'est sûr. Non, mais franchement. C'est sûr que c'est pas très dynamisant, mais il faut quand même se mettre à la place des personnes qui mais évidemment, dans un salaire évidemment. qui gagnent le SMIC. Mais bien sûr. S'ils doivent payer 100 euros de plus par mois, ça les met. Ma en question est rouge. mal posée. C'est la bonne méthode, le chèque? Est-ce qu'il ne faut pas inventer un autre modèle? On retire la TVA, on passe à une TVA 5,5. Est-ce qu'on doit finalement d'abord faire payer le consommateur pour ensuite le rembourser? Puisque c'est de ça dont il est question. Mais ça, c'est vrai qu'en fait, c'est Excusez-moi. sûr que aujourd'hui. Moi, j'ai un peu de mal aussi avec toutes les subventions, les aides qu'on met. Alors, etc. vous payez, on vous les rembourse. Et les taxes qu'on monte de l'autre côté. Est-ce qu'on n'aurait pas moyen, en fait, de réduire les taxes globalement oui. pour permettre, en fait, du coup, de donner plus de respiration aux personnes et du coup éviter de mettre des subventions un peu comme ça. Bon, après, derrière, on est peut-être dans une urgence qui est peut-être aussi politique, je dirais, temporaire aussi. Et politique, non politique. Oui, vous n'avez pas le dire, certainement on peut le dire. politique aussi. Oui, c'est politique. Mais voilà, donc en fait, c'est peut-être un effet là, voilà. Très conjoncturel. Mais enfin, il y a quand même cette idée, Jean-Claude Beaujour, que c'est pas nouveau cette histoire de chèque. C'est pas la première fois. Voilà. Oui, enfin, moi je suis toujours très réservé. Je suis toujours très réservé sur les chèques qu'on fait comme ça, parce qu'il y a un côté. Il ne faut pas oublier que notre pays est le pays qui dépense le plus en termes de solidarité, et ça grève aussi le reste du budget. Ouais. Donc il faut aussi donner de la dynamique et décultiver, déconstruire, c'est le cas de le dire, l'idée suivant laquelle on doit toujours être la main tendue, y compris lorsqu'on est, que ce soit une personne physique ou que ce soit une personne morale. En revanche, moi je serais pour le fait qu'on remette à plat toute la fiscalité sur les carburants. Bonne idée. On remette à plat les taxes. Alors, je ne vais pas me faire les amis chez Bruno Le Maire, mais
À un moment donné, il faut qu'on réfléchisse à la façon dont il faut gérer le problème sur le moyen long terme, parce que vous venez de le dire, l'échec c'est du très court terme, ça ne change pas notre mentalité. Et c'est lié à l'inflation dont on ne sait pas si elle va être provisoire, si c'est un ou conjoncturelle. Ou conjoncturelle, ou si elle va Absolument. en effet avoir une tendance à être pérenne et à augmenter après avoir été très, très L'Allemagne, basse, voilà. 5,5. L'Allemagne a une inflation qui est supérieure à la nôtre. Tout à fait. Et aux États-Unis, il y a une inflation aussi. Donc c'est un peu global. Alors est-ce que c'est post-reprise, Covid, etc. Et l'Allemagne plus touchée que la France pour l'instant. Et donc en effet, hein. oui, bien sûr. Et c'est une vraie question parce que bien entendu, qui dit inflation dit hausse des prix qui se répercute à la pompe sur les consommateurs ou sur les consommateurs, Il y bien aura sûr. hausse des salaires aussi, forcément. Enfin, je veux Mais- dire, la discussion. Oui, mais même pour la hausse des salaires, il faut faire attention parce que tous les secteurs, tous les salariés ne nécessitent pas l'aide que l'on peut comprendre. Par exemple, il y a des secteurs qui sont plus touchés, l'hôtellerie, le bâtiment. Ce sont des secteurs qui ont besoin d'un coup Où de les pouce, salaires sont faibles. où les salaires sont faibles, alors que d'autres. Donc il faut faire très attention en fonction des Il faut secteurs. que ce soit généralisé parce qu'en plus, les hausses de Absolument. salaire, c'est durable et donc ça, c'est pas quelque chose. Et si l'économie repart, Ça, c'est vrai. etc., ben vous avez. Ben oui, non, mais Oui, on ne reprend pas aux salariés ce qu'on lui a donné Eh en ben, augmentation. exactement. Donc, On est d'accord. Il faut avoir un équilibre et c'est pour ça que c'est une stratégie à moyen terme et long terme me paraît tout à fait utile pour pas se précipiter et faire des choses dans l'urgence. Juste Cyril Leclerc, là, je me tourne vers celui qui représente les EDC sur ce plateau. Vous avez une très grosse responsabilité. Ma question va être lourde. Est-ce que votre organisation, puisque vous aviez un stand au MEDEF, à Oui, la oui, REF, oui. à Longchamp, vous prenez la parole politiquement, Oui, oui. en quelque sorte. Oui. Est-ce que votre organisation, votre mouvement dit oui, dans un contexte d'inflation qui commence à dépasser la barre des 2, dans un contexte de hausse des prix d'électricité, des carburants, est-ce qu'il vous semble légitime et nécessaire d'augmenter les salaires? Qu'est-ce que vous dites sur ce sujet? Non, nous, oui. Enfin, en tout cas, ce qu'on pense, nous, c'est qu'en fait... Pas facile, ma question, hein. Non, mais les personnes doivent être payées au juste prix et le partage de la valeur dans l'entreprise doit être fait avec toutes les parties prenantes. Et pour nous, ça, c'est quelque chose sur lequel on ne déroge pas. On est sur, Ensuite- on est sur une bombe sociale, Cyril. Oui, on est mais, quand même sur quelque chose qui est sous-jacent. Mais en fait, on est aussi dans une économie aussi aujourd'hui quand même qui marche bien. Il y a de la pénurie. Mais ça veut dire qu'aussi il y a beaucoup de demandes, donc en fait il y a quand même aussi des marges de manœuvre qui se créent pour les entreprises. Donc en fait, je veux dire aujourd'hui on voit bien qu'il y a aussi quand même une augmentation un peu des prix, l'augmentation donc vous devez des choses. Donc en fait c'est pas choquant que aussi ça s'accompagne d'une augmentation. Donc vous nous des dites salaires. que vous êtes en train, je ne sais pas si vous avez tranché cette question, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord quand vous vous réunissez, mais vous êtes tous d'accord pour dire que vous, chef d'entreprise, qu'il va falloir faire un effort sur les salaires ou pas? Ou vous dites attention, prudence, soyons un peu vigilants. Non, mais de Qu'est-ce que vous dites? toute façon, un chef d'entreprise, c'est lui qui dirige son entreprise. Bien Donc, sûr, à la c'est pas discrétion Bruno Le Maire de qui chacun. décide. C'est à la discrétion de chacun. Donc en fait, nous pareil, on va pas dire à chacun comment il doit faire. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, nous, notre mantra, c'est vraiment de bien partager Faire la valeur, ruisseler la etc. richesse. Voilà. Et donc en fait, ça c'est important. Et derrière, ce qu'on veut aussi surtout pousser le plus en ce moment, c'est l'inclusion de tout le monde dans l'économie. C'est vrai. Et là, on a peut-être une fenêtre en ce moment avec une économie qui repart, avec des investissements qui sont faits, avec l'État qui veut soutenir la relance, peut-être d'intégrer les plus fragiles dans l'économie. Peut-être qu'on a, avec la formation, avec ce qui nous est donné aujourd'hui, il ne faut peut-être pas louper ça, quoi. Peut-être plus que du pouvoir d'achat brut, classique. exactement. Jean-Claude Oui, moi, Beaujour et Pascal Joannin. j'entends beaucoup cela des dirigeants que nous accompagnons, où effectivement l'idée c'est attention, on veut les meilleurs, donc on est prêt à faire un effort pour avoir dans toute la gamme les meilleurs, mais attention, ils nous disent aussi, nous disons très clairement aux salariés ou aux salariés candidats, nous n'irons pas au-delà d'une certaine Vous somme, avez la main, mais n'allez pas trop loin. Ouais. Absolument, C'est un peu ça. c'est cela. Ouais. Et je pense que c'est là où on assiste, moi je le vois bien au travers de ceux de mes confrères au cabinet qui font du droit social, on assiste quasiment à un début de commencement de changement de culture où il y a une discussion plus apaisée sur ce sujet, parce que chacun a compris, y compris avec ce qu'on vient de vivre, que la situation pouvait être particulièrement dramatique, que ce soit pour l'entreprise, mais aussi pour les salariés. On a des Donc certitudes on a bien compris que là, il faut peut-être revenir à d'autres méthodes de travail et de coopération. Moi, je suis d'accord, il faut des choses qualifiées, bien évidemment, mais il faut aussi ne pas laisser les gens qui n'ont pas fait d'études, etc. Ouais. Où on a besoin, de qualification, pas parler de diplôme, Essentiel. absolument. Et donc, moi, je vois un petit peu ce qui se passe en Europe. Il y a quand même plus de flexibilité, plus de mobilité,
l'apprentissage n'est pas maltraité parce que, au contraire, le patron de l'ESA, j'avais fait un ouvrage dans lequel je disais précisément qu'il fallait développer et valoriser l'apprentissage. Voilà, c'est mal vu, etc. Donc, je pense qu'il faut en effet valoriser toutes les formations et pas seulement celles, etc. Aussi faire des formations en fonction des besoins ou d'imaginer celles qui vont être. Voilà. Il y a les mêmes débats en ce moment dans certains pays européens. Encore une fois, je cite l'Allemagne, mais il y a l'Espagne, il y a l'Italie. Bien sûr, regardez l'industrie automobile allemande. Bien sûr, il faisait des moteurs avec des énergies la qualité fossiles. Mais maintenant, il va être obligé de. Alors, Volkswagen passe à l'électrique. Il y a l'électrique, il y a l'hydrogène. Donc tout ça, ça va complètement faire tabula rasa des formations, etc. Ce débat du pouvoir d'achat. Mais l'apprentissage en Allemagne, c'est valorisé. C'est dans la culture allemande. C'est dans la culture allemande. Donc vous avez en effet des gens qui. Et puis ça permet éventuellement, même ce effet d'apprentissage, de pouvoir passer des portes au fur et à mesure et une progression, une promotion sociale. Je rencontre maintenant des cadres dirigeants, des responsables d'entreprises qui vont désormais vers des filières dites de moindre excellence pour dire, justement, le vrai pacte social, ça va être celui-là. Je vais aller chercher ceux à qui on n'a pas forcément donné sa chance. Je vais les aider, je vais les promouvoir, je vais faire en sorte que lorsqu'ils vont se réveiller le matin, ils seront fiers de dire, je suis là, je vais là, etc. Avec l'apprentissage d'une langue étrangère pour pouvoir avoir un peu de mobilité. Je suis convaincu de cela. Je suis convaincu de cela. J'ai trouvé une jeune femme à Lens l'autre jour qui parlait le japonais. Écoutez, une femme à Lens parle le japonais, mais c'est une anecdote folle. Et c'est Jean-Claude Beaujour qui aura le mot de la fin aujourd'hui. Souvent, il a le mot de la fin, vous remarquerez. Souvent. Merci Jean-Claude Beaujour, avocat international en droit des affaires, vice-président de France-Amérique. Merci à Pascal Joannin, je ne présente pas Pavoli, nous sommes en retard, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Vous revenez évidemment quand vous le souhaitez. Et Cyril de Kéral, PDG de Powell Software et membre des entrepreneurs dirigeants et chrétiens. Ils vont se réunir sur le pouvoir d'achat, j'en suis sûr. Là, ils vont en rediscuter. Ça fera émerger peut-être une ligne sur ce sujet. C'est pas si simple, cette question du pouvoir d'achat. C'est bientôt terminé, on termine par fenêtre sur l'emploi. Ça vous est peut-être arrivé, vous trois. Le langage corporel, il dit tellement de choses pendant notamment un entretien d'embauche. Le recruteur ne fait pas qu'écouter, il vous regarde. Et évidemment, parfois, c'est dévastateur. On en parle tout de suite. Même sur votre plateau. Et oui, sur notre plateau aussi. On en parle avec Amélie Fabré-Guittet. Fenêtre sur l'emploi, comme chaque semaine, avec Amélie Fabré-Guittet, fondatrice de Talent Management. Merci d'être là, Amélie, en live aujourd'hui, en vrai. On parle d'un sujet qui est passionnant, alors d'ailleurs qui ne traite pas que du recrutement, puisque tout à l'heure, un de mes invités, en lançant l'émission, disait que ça marchait aussi sur un plateau de télé. C'était le langage corporel. Mais là, on va le traiter sous l'angle du recrutement. Tout à fait. J'ai lu que vous évoquiez la méthode Plaza. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je pique la méthode Plaza Immobilier. En fait, Plaza Immobilier, Stéphane Plaza a une théorie qui dit qu'en fait, on sait dans les 90 premières secondes si un potentiel acquéreur va acheter un bien ou pas. Wow. Parce qu'il va se faire une première impression quand il rentre dans le bien. Bonne ou mauvaise. Et c'est exactement la même chose dans le recrutement. Quand on va se voir pour la première fois, on va se faire une première impression par rapport au verbal et par rapport au non-verbal. Et donc cette première impression peut être bonne ou peut être mauvaise. Ça commence où ? Dans la salle d'attente ? Directement dans la salle d'attente. Est-ce que la personne est vautrée sur le canapé ou est-ce qu'elle attend patiemment en train de feuilleter négligemment la petite revue de l'entreprise ? Tout ça, on l'a tous fait, même si en fait, on ne la lit pas du tout. Mais c'est et qu'elle est souvent très chiante ? Et qu'elle est... C'est pas moi qui l'ai dit. Vous ne l'avez pas dit, mais je l'ai dit. On peut commencer par ça. Le bon élève, celui qui est un peu plus ramassé... Ensuite, il y a quand même le moment de l'échange et de la poignée de main. La fameuse poignée de main. Enfin, avant Covid, voilà. Mais ça revient à la poignée de main. Mais on a tous eu la fameuse poignée de main toute molle où on loupe les doigts, où on a quelqu'un avec une poignée de main toute molle. Et ça donne une première mauvaise impression sur la personne. Et donc, c'est assez rédhibitoire derrière. Surtout que le cerveau n'aime pas la contradiction. Donc, s'il a une mauvaise première impression au début, pendant tout l'entretien, il va chercher la confirmation de cette mauvaise impression. Tandis que si on a une bonne première impression au début d'entretien, le cerveau va chercher la confirmation de cette bonne première impression. Donc c'est un peu le cerveau reptilien, quoi. C'est totalement. C'est très, très, très intuitif, très animal. Et puis il y a poignée de main, bien sûr, on l'a vécu. Parfois on rate la main, on tape dans l'index. C'est terrible de vivre ça. À qui ça n'est pas arrivé ? À tout le monde. Et puis ensuite il y a le regard. Le regard. Eh oui. Eh bien oui, il faut regarder dans les yeux parce que si pendant tout l'entretien je vous parle en étant comme ça, en vous disant que je cherche plein de choses, ça va pas être très sympathique. Alors pour les timides, la technique, c'est de regarder le front. Là, typiquement, je vous parle en regardant le front, vous avez l'impression que je vous regarde dans les yeux. C'est ça, donc il faut regarder le front. Oui,
Pour les plus timides, en tout cas. Pour les autres, on peut y aller droit dans les yeux, faut pas avoir peur. Regardez droit dans les yeux et ayez confiance. C'est un peu ça. Hein, c'est un peu ça. Et puis, alors ensuite, il y a un vrai débat, parce que, qui d'ailleurs, moi, m'interpelle. On sourit ou on sourit pas? On sourit, c'est preuve de confiance, et puis c'est communicatif. Est-ce que vous avez envie de travailler avec quelqu'un qui fait la gueule? Non. Bon, ben voilà. Et ben en entretien, on sourit, on monte les canines, on montre qu'on est quelqu'un de compétent, jovial et qu'on a envie d'aller bosser. Alors vous dites pas on montre les dents, parce que quand on dit qu'on montre les dents, c'est-à-dire qu'on est très ambitieux, trop ambitieux. Vous dites non, les là, canines. on sourit, là, ouais. Donc, c'est le sourire, c'est vraiment on est content. C'est la bonne humeur, on est content d'être là. C'est un entretien, on est là pour échanger, pour partager. Donc ça va être un bon moment. Alors ensuite va démarrer à proprement parler cet entretien sur une base un peu classique. Il y a quand même Asseyez-vous. Et puis après on va commencer à papoter. On se pose, on s'installe, on retire son manteau souvent parce qu'on a chaud. Et on a d'abord très chaud, donc si on garde son manteau, on a encore plus chaud. Et puis ensuite, il y a les gestes parasites. Oui. Les gestes parasites, ça va être tout ce que je vais faire à côté qui peut peut-être du coup vous obliger à faire autre chose. Ou si je joue avec ma boucle d'oreille, ça va faire du bruit. Si j'ai des bijoux qui claquent, ça va faire du bruit. Si je suis avec un stylo qui fait clic, 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 vous vous concentrez sur le bruit et pas sur ce que je suis en train de vous dire. Donc ça, c'est juste insupportable. Donc si on a tendance à jouer avec les cheveux, on les attache. Si on aime bien jouer avec ses bijoux, on fait en sorte de limiter le... C'est un geste d'angoisse, ça, Amélie. C'est quand même des gestes où on se réfugie en général. Oui, c'est généralement... Et souvent, les gens qui vont se toucher les mains en entretien, qui vont se toucher le visage, c'est parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Donc ça, si le recruteur le repère, l'idée, c'est d'avoir une petite parole sympa pour le candidat, lui proposer un verre d'eau, voir s'il est un petit peu... lui dire que ça va bien se passer, que c'est un entretien, que c'est un échange, et pas le tuer avec des questions débiles. D'ailleurs, en contre-champ un tout petit peu en quelques secondes, c'est-à-dire que ça, vous le décryptez par le professionnalisme, par le métier, d'ailleurs comme un présentateur de télé, il faut quand même, soit on est un peu dur avec le candidat, soit on est sympa et on essaie de l'accompagner quand même. Alors de base, on est censé être sympa avec le candidat. Parce qu'on voit qu'il a peur, ce candidat. Oui. Les yeux brillent aussi, on voit assez rapidement la peur aussi dans l'espèce de regard un peu effrayé. Les filles vont avoir des plaques rouges souvent sur le haut du corps. Dans le cou et sur le haut du corps. Ça, c'est tout à fait exact. C'est quoi vos mots à vous, la recruteuse, pour essayer quand même de lui dire, attendez, on se détend, on joue pas sa vie, encore que... Qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là? C'est des petits mots, déjà proposer un verre d'eau ou un café ou un thé, dire qu'on est là pour échanger pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, que l'idée c'est justement d'apprendre à mieux connaître le candidat et sa personnalité pour être sûr que ça va matcher. Et c'est vraiment des petits mots rassurants et l'intonation de la voix pour le coup va être aussi ultra importante. Si je suis un recruteur un peu pète sec et que je vous demande de vous présenter et de me dire pourquoi vous voulez travailler pour moi, tout de suite ça va peut-être pas trop le faire. Voilà, donc il faut quand même travailler un peu sa voix aussi côté recruteur. Juste quelques mots, c'est rédhibitoire ou pas? Parce que vous pouvez avoir des profils, et vous en croisez beaucoup, Amélie, de gens qui vous dites, il tient la route, il a tous les diplômes, j'ai vu ses soft skills, et en même temps, il n'arrive pas à se libérer. Vous voyez qu'il est timide. C'est terrible, ça, quand même. Quelqu'un qui va être timide, où on sent qu'il est sur la réserve, ou qu'il est ultra stressé, vous savez, la jambe qui tremble parce que la personne est ultra stressée, on l'a tous vécu, on l'a tous vu, c'est pas rédhibitoire. Par contre, si c'est quelque chose, on sent que la personne, on a l'impression qu'elle nous cache quelque chose, qu'elle est là avec ses mains en train de magouiller sous la table, ou qu'elle n'a pas une posture professionnelle, qu'elle est elle-même avachie dans le fauteuil pendant l'entretien, là, c'est plus une posture professionnelle qu'on va lui reprocher. Mais sinon, le côté « je suis en stress, je suis un peu timide », on peut pas le reprocher à un candidat. Surtout si c'est un candidat dans le retail, parce qu'il arrive qu'on recrute dans le retail, c'est-à-dire la relation commerce classique. Enfin, je veux dire, un client qui voit ce type d'individu, je ne sais pas s'il a très envie d'acheter le produit. Enfin, il faut quand même en donner un peu, évidemment. Donc, c'est pas rédhibitoire. Pas rédhibitoire. Mais... Souvent, le candidat peut être stressé pendant l'entretien, mais peut être très bon dans le job. Donc, c'est ça aussi, il faut arriver à faire la part des choses. Amélie, merci de nous avoir éclairé sur tous ces sujets souvent très concrets, très, très réalistes. Avec plaisir. Et évidemment, je voudrais vous dire que j'ai été très très heureux de vous accueillir évidemment en plateau en me touchant la joue. J'ai besoin d'être rassuré et d'être surtout dans les temps de cette émission, c'est important. Oui. Merci Amélie Favreguité, Talent Management. Je remercie toute l'équipe, évidemment Hector à la réalisation. Je remercie Amanda au son et je remercie évidemment incontournable Fanny Griesmer et Margot Ruot qui m'accompagnent dans cette émission. Eh bien, c'est la fin. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. Restez fidèles à tous nos programmes. Il y a du choix sur Bismart. Restez évidemment fidèles à tous nos programmes et à Smart Job, évidemment. Merci pour toutes vos réactions. Merci pour tous ceux qui réagissent sur le net et sur LinkedIn. Merci à vous tous. Je serai là lundi, si tout va bien. Bye bye. Portez-vous bien.